Je pense que depuis toujours, les hommes se dopent. Je pense que ça relève à la fois d'une démarche pour lutter contre la fatigue, tout simplement, et puis aussi d'une démarche de soin de soi et de vouloir être plus performant, plus beau, plus fort, plus ci, plus ça. Et donc ça a commencé avec des millions d'années, il y a des millions d'années avec la gelée royale et c'est quelle plante, et ça continue aujourd'hui avec le Viagra. Et ça, c'est la même dynamique en fait. Elle s'exprime avec des substances plus compliquées ou nouvelles, mais c'est la même dynamique d'augmenter les performances. Le sildenafil, développé par la firme pharmaceutique Pfizer sous le nom de Viagra, prévu à l'origine pour soigner une maladie cardiaque, s'est trouvé bien meilleur pour traiter les problèmes d'érection. En quelques années, avec ses concurrents directs, Cialis et Levitra, il est devenu le champion du harcèlement sur les boîtes électroniques, le spam. Il est aussi le médicament le plus contrefait au monde, à tel point qu'il sera le premier à être étiqueté électroniquement pour pouvoir être contrôlé. À titre d'exemple, début 2006, les douanes saisissent à Roissy 360 000 cachets de faux Viagra, pour un montant estimé à 3 millions d'euros. Le fabricant insiste, il s'agit d'un médicament pour soigner, même si dans l'esprit du public c'est peut-être autre chose. Il a ouvert la voie aux médicaments dits de société, des produits de confort, avec un pied dans la médecine et un autre dans le commerce ordinaire. L'industrie pharmaceutique, sans exagérer, est en crise aujourd'hui parce que cela coûte de plus en plus cher de développer des produits nouveaux, notamment par les biotechnologies, et la durée de vie des brevets est ce qu'elle est. Et donc il faut faire un effort marketing extrêmement important. Et par ailleurs, les fameux blockbusters, c'est-à-dire ces molécules qui font des millions de dollars de chiffre d'affaires, certaines d'entre elles ont dû être retirées du marché. Donc l'industrie pharmaceutique, qui a compris que son évolution en dépendait, s'oriente aujourd'hui plus en amont et plus en aval. Plus en amont vers la prévention personnalisée, qui conduira à une médecine personnalisée, et les biopuces vont l'aider, et plus en aval vers ce qu'on appelle les produits de confort, améliorant la force, la puissance sexuelle, voire la mémoire, voire le sommeil. Alors, en attendant que l'industrie pharmaceutique fasse sa révolution, que trouve-t-on aujourd'hui dans les officines? Ici, dans un centre commercial, la clientèle est variée, un noyau d'habitués et beaucoup de passages. Premier coup d'œil dans les rayonnages. Le complément alimentaire fait presque part égale avec les cosmétiques. En France, le complément alimentaire, c'est 760 millions d'euros par an, dont 60% est réalisé en pharmacie. Pour l'essentiel, la minceur. Puis viennent les toniques, l'accompagnement de la ménopause et enfin le stress, la peau, les cheveux, le soleil. On a repris la pharmacie il y a 3 ans, donc la pharmacie était orientée principalement médicaments et notre choix ça a été de procurer à notre clientèle des diététiciens et des spécialistes en parapharmacie. Parce qu'on pense aujourd'hui qu'on peut, avec des produits diététiques ou des produits en para, prévenir en fait les maladies et faire qu'on vive mieux et en meilleure santé, puisqu'on gagne une année de vie tous les 4 ans. Et bien moi j'ai envie que les gens vieillissent en ayant des peaux correctes, en ayant peu de rhumatisme et en vivant le plus longtemps possible. Des dynamisants, des stimulants physiques, donc intellectuels, comment retrouver le plein d'énergie? Donc là, l'action tonifiante, ginseng, guarana, et puis l'action renforce les défenses immunitaires, tout ce qui est propolis, pollen, gelée royale, qui vont aider à augmenter ces défenses et à mieux résister lorsque l'hiver arrive ou suite à une convalescence. On a toutes les classes et puis on a tous les âges, on a les sportifs, on a aussi les personnes, les seniors, on a les jeunes aussi en période d'examen par exemple, on a tous les profils. On est dans la zone trouble, parce qu'en fait aujourd'hui, en France en particulier, dans les compléments alimentaires, on retrouve souvent des nutriments, vitamines, minéraux, etc. et des éléments issus de plantes, le ginseng, le millepertuis, les algues, les choses comme ça. Donc souvent dans les compléments alimentaires en France, dans la définition, on trouve à la fois de l'alimentaire et puis des plantes qui sont là pour des vertus plus thérapeutique en fait. Donc on est là aussi dans une zone trouble entre phytothérapie et nutrithérapie, si on voulait utiliser un mot plus propre. Voisine modeste des épiceries de luxe de la place de la Madeleine, cette boutique existe depuis 40 ans. La clientèle est fidèle et exigeante. Donc ça marche surtout sur la mémoire vive. Vous savez, vous allez dans une pièce, vous vous souvenez plus ce que vous allez chercher, ça vous oxygène le cerveau. Le ginkgo aussi, ça fait partie, puisque ça va sur la microcirculation, voilà.
Des stimulants sexuels. Est-ce que vous en vendez? Sexuel. Oui, j'en vends. J'en vends. Il y a ça, qui est un régulateur hormonal au niveau de l'andropause, c'est-à-dire à ce qu'est la ménopause chez la femme. Sinon, il y a ça aussi à prendre ponctuellement, 2 heures avant, donc c'est moins pratique. Et puis, c'est pas quelque chose de profond comme effet, si vous voulez, alors que l'autre, il est régulateur, on va dire. Et là, il y a aussi un complexe d'acides aminés qui marche très bien. Là, arginine, ornithine, ça c'est une association qui marche très très bien. Vous êtes connu aussi pour votre ginseng. Alors mon ginseng, ça c'est du ginseng pur qui me vient de Corée, hein, qui existe en pâte. Donc ça c'est une pâte, on va dire, très très épaisse, très noire, et que vous mettez dans de l'eau chaude pour faire un thé au ginseng en fait. Et c'est un antioxydant aussi le ginseng, hein. C'est un stimulant général on va dire. Et ça, c'est des tranches de ginseng séchées que les gens mâchent. Voilà. Il existe aussi en gélule, celui-là. Comme ça. Voilà. C'est une dame de Corée qui me le vend. Eux, ils ont une ferme de ginseng en Corée, donc je sais qu'il est de bonne qualité. Ouais. Et les clients sont ah oui, moi j'ai des clients très très suivis là-dessus. Hein. Le ginseng fait partie donc de la pharmacopée asiatique et c'est un produit qui est dit adaptogène, c'est-à-dire c'est une définition un peu vague qui a été créée pour ces produits qui amélioreraient la manière dont l'organisme réagit au stress sur le long terme. Alors la manière dont les Chinois l'utilisent, le ginseng c'est par cure, mais par cure espacée. Hein. Les Chinois sont très très stricts sur le fait qu'on ne doit pas utiliser le ginseng de manière permanente parce qu'on épuiserait les réserves du corps en énergie. Donc voilà, donc ça a eu son heure de gloire, il y en a encore des gens qui le prennent, mais aujourd'hui on retrouve beaucoup de substances comme le guarana, des choses comme ça qui sont en fait uniquement des fruits riches en caféine. Donc on retrouve la caféine du café, du chocolat, du thé sous d'autres formes. Les gens ne savent pas en fait que souvent savent pas que c'est de la caféine. Donc ils prennent une boisson au guarana le matin, un café à midi, un coca l'après-midi et ils ont un taux de caféine de chaque jour qui fait qu'après ils ont des insomnies. Retour dans notre centre commercial. Ici une chaîne de parapharmacie, les rayons sont vastes. On est dans du libre-service même si les clients aiment être conseillés. Les vendeuses sont des esthéticiennes. On retrouve les produits qu'on a vus à la télé ou dans les magazines. Des produits qui rencontrent les problèmes de la vie moderne, très contemporains. Actuellement très à la mode, les oméga 3 se trouvent en bonne place. Comme on a beaucoup, elles permettent de lutter contre les mauvaises graisses qui vont être par exemple le cholestérol. Donc souvent c'est dans ce souci que les gens ils en prennent, mais surtout ils ont un effet sur l'état émotionnel. 60 millions de consommateurs a consacré un dossier sur les oméga 3. On sait aujourd'hui qu'il serait bon d'en augmenter notre consommation. Mais quel est l'intérêt de les prendre sous forme de compléments alimentaires? 60 d'entre eux ont été analysés. Effectivement, on a vu apparaître depuis quelques années une multitude de produits qui sont à base d'oméga 3 et donc d'huile de poisson. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des compléments alimentaires, que normalement une alimentation équilibrée, notamment en prenant du poisson, qui est quand même mieux que prendre des gélules. Si on aime le poisson, il ne faut pas se priver, donc qui permet d'avoir sa dose d'oméga 3, pour faire simple. Si vraiment vous n'aimez pas du tout le poisson et que vous le supportez en sous forme de gélules, vous avez donc cette solution qui vous est proposée. La seule chose, c'est que tous ces produits ne vous proposent pas de compléter votre alimentation en oméga 3. En fait, ils revendiquent, alors qui revendique l'humeur, de jouer sur l'équilibre émotionnel, de vous rendre en gros plus heureux, si vous êtes dépressif, de vous enlever la dépression. D'autres revendiquent pour la peau, la sécheresse de la peau, la sécheresse de l'œil. Vous avez également des revendications sur la prévention cardiovasculaire. Vous avez même des choses désormais pour les femmes, pour la ménopause. Ça marche pour tout, vraiment, les oméga 3. Et ce qui est assez fascinant, c'est que, à part l'allégation sur la prévention cardiovasculaire, rien n'est prouvé. C'est de l'huile de poisson, mais encore faut-il qu'elle soit de bonne qualité, bien traitée et surtout bien conservée, parce qu'il peut y avoir des problèmes d'oxydation et avaler des produits oxydés, c'est pas bon. Nous avons effectivement trouvé des produits qui, avec exactement, enfin
des compositions quasiment similaires, revendiquer l'un la sécheresse cutanée, l'autre la sécheresse oculaire ou au contraire l'amélioration cardiovasculaire. Donc ça prouve bien que les oméga 3 on en est encore au tout début, ça peut être très prometteur, mais pour le moment rien n'est définitivement prouvé sauf la partie cardiovasculaire et que les fabricants hésitent sur les recettes et qu'ils ne la connaissent pas la bonne recette, la preuve on trouve à peu près tout et son contraire. La presse santé bien-être relaie très largement, et dans le détail, l'usage que l'on peut faire des compléments alimentaires. Le vocabulaire est technique. Pourtant, les études sur ces substances sont trop peu nombreuses pour pouvoir vanter de façon aussi affirmative leur mérite. L'important, c'est bien de se sentir mieux. Mais examinons une autre substance, la DHEA, une hormone dont la quantité baisse avec l'âge. En prendre, c'est compenser, un peu à la manière des compléments alimentaires, une déficience apparue avec le vieillissement. On l'a baptisée un peu vite, pilule de jouvence, capable de régler tous les maux liés au vieillissement. En 2001, tout change. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSAPS, analyse les quelques études disponibles et rend un avis défavorable. L'agence ne voit pas d'effet positif sur le vieillissement. En même temps, plusieurs études sont publiées sur les traitements hormonaux de la ménopause et montrent des risques d'apparition de cancer. Par analogie, le risque est étendu à la DHEA. La DHEA n'a pas d'effet pharmacologique direct démontré. Aucune preuve de l'effet de la DHEA sur les symptômes liés au vieillissement n'a été apportée à ce jour. Il appartient donc au prescripteur d'informer le patient des risques inhérents à l'emploi de la DHEA et de l'absence de bénéfices établis de ce traitement dans la lutte contre le vieillissement. Nous avons fait aussi la même chose avec le traitement hormonal substitutif de la ménopause. Vous savez que fort utilisé, bien évidemment, pour traiter les bouffées de chaleur, mais aussi utilisé et prescrit largement dans la mesure où certains pensent que ça permettrait aux femmes de rester jeunes. Et ça n'est absolument pas prouvé. En plus, il y a des risques de cancer, en particulier de cancer du sein, et c'est la raison pour laquelle nous avons rappelé qu'il n'avait pas d'indication non plus pour lutter contre le vieillissement. Ce sont donc tous les traitements hormonaux qui sont proscrits par les autorités de santé, largement suivis par les organisations professionnelles. Mais le cas de la DHEA reste un cas particulier. Qu'en est-il aujourd'hui dans une pharmacie de quartier, ici à Paris, dans le 19e arrondissement ? La DHEA est disponible en pharmacie, mais vendue sous forme de préparation magistrale. En fait, la DHEA extraite d'une plante asiatique, le yam, est importée sous forme de poudre que le pharmacien conditionne alors en gélules. Contrairement aux États-Unis, où la DHEA est en vente libre, en France, ces conditions de vente ont été encadrées par l'AFSAP, ce qui permet de garantir sa qualité lorsque, malgré tout, elle est utilisée. Autre préconisation, qui vaut d'ailleurs pour tous les médicaments, ne pas se procurer de médicaments sur Internet, le contrôle de la qualité n'existant pas. Pour les promoteurs de la DHEA, les principaux avantages concernent surtout la peau, rides, taches brunes, les os et la lutte contre l'ostéoporose, et probablement des effets sur la mémoire plus difficiles à apprécier. Notre conseil de l'ordre nous a mis en garde contre des effets néfastes éventuels. Et la tendance, c'est d'essayer de décourager, malgré la prescription, le patient de prendre ce type d'hormone qui peut avoir des inconvénients, notamment au niveau du cancer de la prostate. Donc nous ne sommes jamais très chauds pour le délivrer. Mais quand le malade insiste, nous le lui faisons quand même. Ici, un congrès de médecine anti-âge, le point de vue est très différent. On estime qu'il faut tenir compte des carences diverses qui apparaissent avec l'âge pour y remédier, soit à l'aide de compléments alimentaires, soit d'hormones. Les études montrant des risques de cancer dans les traitements hormonaux, elles, sont clairement remises en cause. Le professeur Beaulieu affirme haut et fort qu'il n'y a aucun risque à prendre de la DHEA, mais préconise toujours un accompagnement médical. Il y a des millions de gens qui en prennent par la bouche, en quantité raisonnable, dans le monde entier, y compris aux États-Unis, bien entendu, en Corée, au Japon, que sais-je, et en France, 500 000 personnes tous les jours.
Le problème, si vous voulez, de ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est que les médias un petit peu avaient présenté la DHEA comme une pilule de jouvence. C'est très très mauvais éclairage. Il est forcé que vu de cette façon, ça bloque le corps médical et que ça bloque les scientifiques. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a malgré tout des recherches, des financements qui sont faits pour essayer de démontrer justement l'importance d'avoir finalement au fur et à mesure de son âge un équilibre, un bon équilibre hormonal sans forcément en attendre des résultats cliniques ou des choses extraordinaires du style pilule de jouvence. Et aujourd'hui, tout le problème, c'est que nous n'avons pas d'outils simples pour évaluer les traitements préventifs. Et donc, ces guerres de religion qui existent aujourd'hui entre les partisans de la supplémentation, de l'anti-âge, etc., et les autorités de santé qui disent « je veux des preuves de ce que vous avancez », eh bien, pour l'instant, on est dans un dialogue de sourds, puisque prévenir, c'est par définition quelque chose qu'il va falloir évaluer sur des années, et on ne peut pas utiliser les outils classiques de l'évaluation. Donc, pour l'instant, on est dans une impasse totale, et comme je le disais, dans un dialogue où personne ne peut écouter l'autre. Les recherches vont se poursuivre. Des substances comme la DHEA sont suffisamment complexes pour n'avoir pas livré tous leurs secrets. Et le débat est loin d'être clos. Alors, faut-il en prendre ou pas? La question vaut aussi pour les compléments alimentaires qui a priori sont inutiles dans la très grande majorité des cas avec une alimentation équilibrée. De plus, tous ne sont pas anodins. On ne sait pas si ça peut fonctionner, on ne sait pas non plus si c'est toxique ou non, parce qu'il y a certaines substances qui peuvent être toxiques. Alors c'est pas des toxiques en elles-mêmes, parce que sinon elles seraient interdites à la vente quand même en France. Mais ça peut être des toxiques par accumulation, c'est-à-dire que si on prend deux compléments alimentaires qui contiennent tous les deux de la vitamine A, et en plus on a un régime riche en vitamine A, on va faire une intoxication de la vitamine A, parce que c'est une vitamine qui s'accumule dans le corps et qui peut avoir des effets toxiques. Pareil pour le sélénium, pareil pour la vitamine E. Donc en fait c'est une toxicité souvent par accumulation. De toutes ces substances du mieux vivre, il y a donc les médicaments, les vrais. Et puis il y a tous les autres produits. On peut être jeune et chercher à être en permanence au mieux de sa forme. On peut l'être moins, mais à partir de quand va-t-on se préoccuper de son vieillissement? À 40 ans? À 50 ans? À 60? Quand on est malade? Quand on est bien portant? Pour la réponse à ces questions de consommateurs, nous n'avons qu'un conseil à vous donner. Dans le doute, soit abstenez-vous, soit allez voir votre médecin.